la correspondance géométrique entre ce qu'on observe quand on prend les photos et ce qu'on voit quand on les regarde. Donc merci à Pierre qui fait l'opérateur, parce qu'il est plus calé que moi pour ça. Bon, donc on peut définir ce qu'on appelle une image physiologique, c'est-à-dire l'image qu'on ressent, une image géométrique qui est celle qui apparaît d'après l'angle de convergence des yeux qui définit la distance. En général, elles sont confondues pour tout le monde, sauf dans quelques cas. D'abord, s'il n'y a pas de repère, s'il n'y a aucun repère, eh bien, chacun interprète un peu comme il veut l'image, surtout en projection. Hein. Sur l'écran, l'écran constitue un repère, mais en projection, c'est plus compliqué. Autre chose, bon, alors des exemples de repères, un objet visible en même temps dans la salle, c'est par exemple l'écran, ici. Un objet dont la taille est évidente et un personnage, bon, il est interprété comme repère. Ou bien l'horizon, qui est aussi interprété comme repère de l'infini. Autre cas, c'est la contradiction entre plusieurs repères qui sont en même temps visibles. Ils sont visibles en même temps. Si on projette par exemple dans une salle l'horizon plus près, nettement plus près que les objets qui sont visibles dans la salle, par exemple la structure métallique de l'écran, eh bien, il y a une contradiction entre repères. Donc, sinon, ben, le spectateur voit l'image telle qu'elle est, l'image géométrique. N'importe quel spectateur qui se met dans une position donnée, voit l'image de la même manière. Bon. Et ces positions d'image, des éléments d'image peuvent se calculer. Bonjour. Bien. Alors, cette image géométrique, cette correspondance entre les dimensions et positions des éléments d'image et l'objet dépend des conditions de prise de vue, des traitements qui sont faits entre la prise de vue et la présentation et des conditions de présentation. En particulier, dans le cas d'une projection, par exemple dans la salle de la bienfaisance ou dans une autre salle, ceux qui sont au premier rang ne voient pas la même image que ceux qui sont dans le fond. L'image vue des premiers rangs est plus proche, plus aplatie que pour les spectateurs qui sont dans le fond, qui la voient plus éloignée, plus étirée en profondeur. On passe au suivant. Bon, alors quelques notions essentielles sur lesquelles on doit se mettre d'accord pour la définition des termes. Bon, un couple stéréoscopique, c'est une vue gauche, une vue droite. Ça, je pense que tout le monde ici commence à le savoir. Les images homologues. On appelle images homologues les images gauche et droite du même élément. L'objet, c'est ce qu'on veut représenter. L'image, c'est la représentation qu'on en donne dans l'espace. Bon, on appelle distorsion une déformation de l'image autre que le grandissement et l'étirement. Des exemples de distorsion, c'est la déformation trapèze par la convergence des appareils photo ou des caméras. Autre exemple de distorsion, c'est les distorsions dues aux objectifs très grand angle.
Les fisheye et les machins comme ça sont des distorsions. Bon, la parallaxe, c'est l'écart entre les homologues, l'écart horizontal, qu'on compte aussi bien sur le capteur d'image que sur son support à la restitution, sur l'écran par exemple, ou sur cet écran de téléviseur 3D. Bon, ce qu'on appelle la profondeur de relief, c'est l'écart entre les proximités. Alors j'ai oublié de définir le terme proximité du premier plan et du fond. La proximité, c'est l'inverse de la distance axiale. Dans une distance, il peut y avoir une distance dans cette direction, la distance axiale, c'est l'écart entre le plan, entre l'observateur et le plan de face qui contient l'élément de l'image. Bon. Donc, la profondeur de relief, c'est l'écart des proximités entre le premier plan et le fond. Bon, la fenêtre, c'est l'image stéréoscopique des contours des vues gauche et droite. Il y a certains auteurs qui ont défini la fenêtre comme étant l'écran, c'est une définition fausse. Alors, le jaillissement, c'est la position d'un élément de l'image en avant de la fenêtre. Il y a des cas où le jaillissement n'est pas défini. C'est quand on utilise, par exemple, le logiciel, comme il s'appelle déjà, Stereomask, qui permet de faire une fenêtre tordue dans tous les sens. Voilà, l'éloignement. Bon, je l'ai donné oralement, j'avais cité avant, la proximité, je l'ai signé. Alors j'ai mis des notations pour les formules qui sont un peu plus loin. Bon, on verra ça tout à l'heure. Bon, le tirage, c'est la distance du capteur à l'objectif dans l'espace objet. Dans l'espace image, c'est la distance entre l'observateur et l'écran. Le tirage en cas de prise de vue, le tirage n'est pas toujours égal à la focale, en particulier en macrophoto. En macrophoto, le tirage est plus long que la focale. Bien. Le grossissement angulaire, ça c'est une notion qui est utile, c'est pas évident, c'est le rapport de l'angle sous lequel on voit l'image à l'angle sous lequel a été vu l'objet. Si on prend par exemple avec un téléobjectif, l'objet est vu sous un angle agrandi. Si on prend avec une courte focale, l'objet est vu sous un angle plus large. Donc, quant à l'image, l'angle sous lequel est vue l'image, eh bien, par exemple, ceux qui sont près de l'écran voient l'image sous un angle plus grand que ceux qui sont au fond. Le grandissement, qui est à ne pas confondre avec le grossissement, ce sont des notions classiques d'optique, mais il vaut mieux les repréciser. Grandissement, c'est le rapport d'une dimension d'un élément de l'image à la dimension réelle du même élément de l'objet. On peut définir le grandissement latéral, qui est le même en hauteur d'ailleurs, et le grandissement axial. Souvent, ce n'est pas le même. On verra pourquoi. Bon, l'étirement, justement, c'est le rapport du grandissement axial au grandissement latéral. C'est un coefficient sans dimension, c'est un rapport de grandissement. Bon, ce qu'on appelle la base, c'est connu, c'est l'écart des deux points de vue. Je donne les dotations de la base à la prise de vue, évidemment, et de l'écart interoculaire, et on définit un rapport des bases comme le rapport de la base de prise de vue à l'écart entre les yeux. On peut prendre des photos avec une base très petite, avec une base très large, donc le rapport des bases change. Bon, le suivant, allez. Voilà, principe du calcul, bon, c'est des figures que vous pouvez retrouver. Donc sur la figure de gauche,
il y a l'espace objet, les objectifs gauche et droit, l'objet qui est tout en haut à gauche, hein, l'objet, c'est-à-dire l'élément de l'espace objet qu'on considère, et puis il forme deux images sur le capteur d'image. Hein, maintenant, c'est plus de la pellicule, c'est un capteur numérique. Et entre les deux, eh bien, il y a une parallaxe on voit qu'elle n'est pas la même. Les images sont décalées par rapport à l'axe de grandeur différente. Bon. Quand on reprend cette image pour la projeter ou pour la présenter sur ce téléviseur, eh bien, à partir de l'œil gauche et de l'œil droit qui sont représentés en bas, on a les deux images correspondant à I indice G, I indice D, qui sont grand I indice G et en grand I indice D sur l'écran, qu'on voit dans le plan de l'écran, et les regards, les axes oculaires qui passent par ces images se rencontrent à un point dans l'espace qui est la position de l'image de cet objet. On passe à la suite. Alors, les conclusions des calculs. Je ne détaille pas les calculs, ça serait trop lourd. Mais vous pouvez les trouver, bon, par exemple, dans mon édition. Tu le mettras sur le site, hein, quand même. Pardon ? Tu le mettras sur le site, le détail des calculs. Non, il y est déjà. Il y est déjà. Il est, justement, ce que j'allais dire, dans la version 1990 du livre que j'avais écrit à cette époque-là et qui avait été numérisé par Marcel Couchot et mis en ligne sur le site du club, il y est toujours, dans les pages réservées aux membres. Les données n'ont pas changé, simplement j'ai ajouté un peu de détails parce qu'autrefois, quand on regardait l'image dans un stéréoscope, la taille du capteur d'image, c'est-à-dire sur la diapo, était la même que celle qu'on mettait dans le stéréoscope. En numérique, c'est plus la même. Donc c'est le seul changement que j'ai ajouté. Bon, alors, donc conclusion des calculs, les conclusions principales. Bon, la proximité d'un élément de l'image est une fonction affine. Ce qu'on appelle une fonction affine, c'est y égale x plus b, pour ceux qui ont quelques souvenirs de leur cours de maths au collège, de celle du même élément de l'objet, dans un rapport qui est égal au produit des deux rapports suivants, le rapport de la base de prise de vue à l'écart interoculaire et le grossissement angulaire. Donc, vous avez l'équation qui est un peu plus bas. Et selon les conditions de traitement ou de présentation, il apparaît en général une constante qui s'y ajoute. Hein? Ce n'est pas une fonction proportionnelle, mais une fonction affine. Donc une constante Q qui dépend de beaucoup de choses. Il arrive que la constante soit nulle, c'est-à-dire si un objet qui se trouvait à l'infini, par exemple l'horizon, est vu à l'infini, c'est-à-dire avec une parallaxe égale, une parallaxe sur l'écran égale à l'écart entre les yeux, ben la constante est nulle. Ensuite, le grandissement latéral de chaque élément d'image est le produit des deux rapports suivants, le rapport distance-image sur distance-objet et le grossissement angulaire. D'ailleurs, si on reprend la définition du grandissement latéral et du grossissement angulaire, cette formule est évidente. Bon. Alors, et l'étirement,
alors qui est le rapport du grandissement axial au grandissement latéral, on l'a dit tout à l'heure, est égal au produit des deux rapports suivants. On va le voir varier sur les photos qu'on va vous présenter après. D'abord, le rapport de la base à l'écart interoculaire, c'est-à-dire le rapport des bases, on a défini comme bêta, et le rapport de la distance image à la distance objet. Donc vous avez la formule en bas, ρ égale bêta delta égale petit b sur grand B. Petit b c'est la base de prise de vue, B l'écart interoculaire, multiplié par E qui est la distance axiale de l'image à la distance axiale sur petit e qui est la distance objet, qu'on peut présenter d'une autre manière, et ça peut être intéressant. C'est égal à petit b sur petit e, c'est-à-dire base sur distance objet, que multiplie E, grand E, écartement, distance image sur écartement interoculaire. Bon, qu'est-ce que c'est que petit b sur petit e, le rapport de la base à la distance objet? Eh bien, je prends un exemple connu, c'est ce qu'on appelle la règle du 30e. La règle du 30e dit qu'on doit prendre les premiers plans à 30 fois la valeur de la base de prise de vue. Autrement dit, la base de prise de vue ne doit pas dépasser le 30e de la distance des premiers plans. C'est une règle qui est connue depuis très longtemps. Elle figure pas dans les mêmes termes, mais elle figure quand même dans le livre de Brewster de 1856. Et il disait que l'angle formé à partir du premier plan, d'un objet au premier plan, vers les deux objectifs, ne doit pas dépasser 2 degrés. 2 degrés ou un 30e, en ordre de grandeur, c'est du pareil ou même. Donc, si on respecte la règle du 30e, pour avoir le premier plan à 30 fois la base, eh bien, si le premier plan qui est présenté, par exemple, si on se met à 2 mètres de cet écran, eh bien, c'est-à-dire 30 fois l'écart interoculaire, c'est un peu plus de 30 fois, mais ce n'est pas des grosses différences, on est aux ordres de grandeur, eh bien, on aura une image conforme. De même, au lieu de faire une base d'un 30e, en macro-photo, ça se fait assez couramment, on fait basculer l'objet photographié. On fait basculer, si on le fait basculer d'un angle de 2 degrés, on a une base d'un 30e. Et on est dans les conditions de conformité. 2 degrés en tout? Oui. 1 degré à gauche, 1 degré à droite. Par exemple, oui. Ben, ça dépend comment on fait. Parce qu'il y a des gens qui ont mis des objets sur leur scanner, qui ont fait basculer en faisant glisser quelque chose dessous, et si on s'arrange pour que la rotation reste, on n'est pas obligé de le faire. Bon, on passe au suivant. Bon, illustration de la première relation. À droite, c'est la proximité de l'image en fonction de la proximité de l'objet, ce sont des droites. Et à gauche, quand on traduit en inverse de proximité, c'est-à-dire en distance axiale, eh bien évidemment les droites deviennent des hyperboles et c'est plus compliqué. Et il y en a une qui est une droite, c'est le cas où la constante Q est nulle, c'est-à-dire où l'infini de l'objet est vu à l'infini dans l'image. Bon, on passe à la suite. Bon, dépendance des conditions d'observation. Alors, d'abord, l'image perçue peut dépendre de la taille de l'écran. Sur un petit écran, une tablette par exemple, ou la parallaxe ou même sur l'écran d'un ordinateur,
la parallaxe ne peut pas atteindre l'écart interoculaire parce que sinon ça ferait beaucoup trop en proportion de la largeur d'image. Bon, eh bien, on observe une image réduite et aplatie. Et au contraire, si l'écran est assez grand pour que la parallaxe atteigne l'écart interoculaire, eh bien, quelle que soit la taille de l'écran, si on s'arrange pour que la fenêtre soit toujours vue à la même distance, l'image est vue de la même manière, quelle que soit la taille de l'écran. Et ça se règle en particulier en plaçant la fenêtre de telle sorte qu'elle soit vue, par exemple, à 2 mètres pour les premiers rangs de spectateurs. Bien entendu, pour ceux qui sont derrière, elle est vue plus loin. Cet écran qui est devant vous est un peu juste comme taille pour qu'on puisse atteindre une parallaxe égale à l'écart interoculaire. Si cet écran doit avoir à peu près 1,20 m de largeur et 6 cm et demi, ça fait quand même plus que 5% de la largeur d'écran. En général, c'est mal accepté. Et bien entendu, quand je dis c'est mal accepté, c'est une moyenne parce que toutes les personnes ont des sensibilités différentes aux défauts ou aux défauts de l'image présentée en relief. Bon. Ensuite, l'image perçue dépend du grossissement angulaire, on a déjà parlé. Les spectateurs au fond de la salle voient une image vue éloignée et étirée, et en plus ce qu'on appelle l'effet de lucarne, c'est-à-dire on voit l'image dans un angle tout petit, ce qui fait que la sensation de présence n'est pas fameuse. Pour la sensation de présence idéale, il faudrait une image très panoramique, mais on ne sait pas faire ça, du moins avec les moyens du club. Mais déjà, la sensation de présence n'est pas mauvaise dans nos conditions de projection du club. Bon. Alors, on peut choisir une base plus large pour voir l'image au lieu de... sur un petit écran, un écran d'ordinateur, l'image apparaît réduite et aplatie. On pourrait s'arranger pour voir l'image non aplatie sur un petit écran d'ordinateur, mais attention, si l'image a assez de profondeur, eh ben, il y aura un excès de parallaxe. Et un excès de parallaxe, quand on regarde un écran d'ordinateur à 50 cm de distance, quelque chose qui est à 15 cm derrière est déjà trop loin, on fusionne difficilement. Bon, on continue. Dépendance des conditions de prise de vue et de traitement. Bon, on a vu que l'image géométrique dépend de la base, d'où les notions de macroscopie et d'hyperstéréoscopie. On va en donner quelques exemples. De la focale, les téléobjectifs aplatissent l'image, les courtes focales étirent l'image. Ça, on a déjà expliqué pourquoi. Bon, l'image des... Alors, la convergence avec un risque de déviation verticale, donc de distorsion gênante, la convergence des appareils photo, jusqu'à 2 degrés, ça commence à être gênant à partir de 2 degrés. À 1 degré, ça gêne personne. Bon, et l'image dépend évidemment du décalage latéral qui sera donné, bon, éventuellement à la prise de vue, et surtout au traitement. Bon, l'image dépend des traitements appliqués, l'alignement bien entendu, et de la mise en place de la fenêtre.
Bon, on passe à la suite. Là, tout le monde sait déjà. Bon. Alors, il y a des règles simplifiées de la géométrie de l'image. On a vu la constante Q que j'ai introduite tout à l'heure peut être nulle si les éléments qui étaient à l'infini sur l'objet sont vus à l'infini. À ce moment-là, le grandissement est inversement proportionnel à la base. On va donner des exemples. Et l'étirement est inversement proportionnel à la focale. Bon. Au contraire, dans les cas où les éléments à l'infini ne sont pas vus à l'infini, je donnerai des exemples aussi. Alors, on peut compenser à la fois un rétrécissement, donc une réduction d'image, un effet de maquette, et un étirement par une base large et une longue focale, par un décalage latéral. Autrement dit, on peut prendre des photos avec une base large et une longue focale. C'est ce que faisait par exemple Charles Leclerc, qui prenait deux gros appareils qui étaient assez écartés, mais des téléobjectifs. Et l'image peut être vue à peu près conforme en dimension et en étirement si on fait un décalage latéral, mais cette compensation n'a lieu qu'à une certaine distance. Plus près, l'image est vue rétrécie, aplatie. Plus loin, l'image est vue agrandie et étirée, avec un risque, si c'est encore plus loin, de voir l'image en divergence oculaire. Bon, de même, si on prend une base étroite et une focale courte, on peut avoir une image conforme à une certaine distance, mais les premiers plans sont grossis et étirés, les arrière-plans sont réduits et aplatis. Je vous donnerai un exemple de ça. Les défauts qui peuvent s'opposer à une vision confortable, ça, je propose de le présenter dans une autre séance, oui. Mais je les rappelle quand même. Les contradictions entre indices de profondeur, soit entre divers éléments d'image et soit entre un élément d'image et un autre objet visible en même temps, c'est le cas particulier de ce qu'on appelle les violations de fenêtres, c'est-à-dire les jaillissements qui atteignent les bords, surtout les bords latéraux. Sur le bord supérieur ou inférieur, la plupart des gens s'en accommodent facilement. Bon. Ensuite, les défauts géométriques sont les déviations verticales, notamment du fait de la convergence des caméras, mais aussi du fait d'un défaut d'alignement. Si on ne maîtrise pas Stereo Photomaker, que tout le monde doit savoir maîtriser maintenant, on risque des déviations verticales. Et Stereo Photomaker les compense parfaitement. Bon, s'il y a un excès de la disparité entre convergence et accommodation, c'est-à-dire qu'on converge à une certaine distance, une obligation de divergence oculaire, un excès d'étendue de la parallaxe, en particulier c'est des objets trop proches. Il y a des défauts dynamiques à éviter, les mouvements trop rapides, surtout vers l'observateur, la parallaxe temporelle. Alors la parallaxe temporelle, c'est pas évident, c'est en vidéo que ça se passe, ou bien en cas de défaut de synchro. C'est-à-dire du fait de l'écart entre l'instant de prise de vue gauche et droite, qui n'est pas forcément le même que l'écart entre la restitution gauche et droite, on a des défauts. Bon. Autre défaut, le manque de luminosité, les images fantômes. Les images fantômes, c'est assez important, en particulier sur les anaglyphes, quand on présente des anaglyphes, et si la projection n'est pas très bien réglée, ou l'écran pas très sélectif, et s'il y a énormément de contraste. Il ne faut pas oublier que nos lunettes polarisantes ordinaires
passe quand même 0,5% en moyenne de la lumière polarisée dans les mauvaises directions, donc un contraste au-delà de 200 peut donner des images fantômes. J'ai préparé quelques images pour illustrer ça. Alors ça c'est un exemple. J'ai pris une crête de pissenlit que j'ai ramassée dans mon jardin et je l'ai photographiée sur un fond à peu près uni avec une base variable. Alors pour ça j'ai un système à miroir semi-transparent que je vais acheter chez Van Eekeren et qui me permet de faire de la macro. C'est pas très maniable mais ça marche quand même. Et donc j'ai pris ça là avec une base qui devait être de 2 mm pour une distance d'une quinzaine de centimètres. Bon, l'image vue comme ça est presque conforme, elle est un petit peu aplatie. On voit que c'est pas tout à fait sphérique. Normalement, les crêtes de pissenlit ont une forme à peu près sphérique. Bon, on passe à la suivante. Bon, celle-là est à peu près sphérique, à mon avis, vue d'ici où je suis. Hein. Pour ceux qui sont dans le fond, ils la voient bien étirée déjà. La suivante. Quelle est la différence entre les deux prises de vue pour les deux résultats différents? Là, je suis passé à 4 mm, ensuite à 8 mm, et ensuite à 16 mm. 2, 4, 8, 16. Oui. D'accord. J'ai doublé chaque fois. Là, c'est déjà fortement étiré, même de près. Et la suivante est encore plus étirée. Ah la vache. Oui, et même trop. Même trop parce que la parallaxe sur la tige, qui est un peu en arrière, eh ben, elle dépasse déjà les 40 oculaires, où elle est à peu près de l'ordre de grandeur des 40 oculaires. Et là, c'est vraiment trop. À la suivante. La précédente. Bon, alors là, j'ai pris une corbeille de fruits et je l'ai prise volontairement avec une base qui devait être de l'ordre de, je sais pas, 1/10 de la distance. Voilà. La banane et le kiwi ont l'air de voler au-dessus des pommes et des oranges. Un petit peu. Qui me détache un peu. Hein? Ils sont un peu plus détachés. Oui, c'est vraiment trop. Bon, ça a été fait pour un but de démonstration. La suivante. Alors ça, c'est un exemple de photo macro, petite macro, hein, qui est, bon, quelques fleurs, comme ça. Bon, alors là, la base était probablement d'ordre du centimètre, et les fleurs sont là. Même pas 1 centimètre, c'était peut-être 5 mm. Et là, bon, bah, les fleurs sont très agrandies. Attends, les fleurs, les tulipes font 40 cm de largeur. Au lieu de 4, oui, c'est 6 ou 7 mm de base, ça. Bon, la suite, c'est le contraire. Là, c'est une vue du massif du Mont Blanc, prise de la montagne en face. Alors ça, c'était... L'hyperstéréo, là, non? C'est l'hyperstéréo caractéristique. Les montagnes, le relief est vu de très loin. Oui. Hein, on voit sur la gauche, en face devant le massif qui est tout à fait derrière, on voit quelques aiguilles et un glacier face à nous qui sont nettement en avant, qui sont vus nettement en avant. Le relief est préservé jusqu'à 15 km, qui est à peu près la distance du fond. Et la base? Alors la base, elle devait être entre 60 et 80 mètres. Pas plus. Non. Mais, alors, j'ai été monté à un endroit qui s'appelle le lac Blanc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. J'ai été monté avec mon fils. Je m'étais mis, c'était avec un appareil ordinaire, pas stéréo. C'était avant que je connaisse le Stéréo Club d'ailleurs. Et j'avais pris une photo en me mettant sur un talus d'un côté du chalet qui est au bord du lac.
Et j'ai demandé à mon fils d'aller sur l'autre talus à la même hauteur que moi. Ensuite, je suis allé le rejoindre et j'ai pris la deuxième photo depuis là. Et la focale est combien là? 50? Oui, c'est une focale 50. Ça, c'est. J'avais un appareil très simple qui avait une focale de 50 ou 45, je ne sais plus. Oui. Ça devait être 50 parce que quelques années plus tard, quand j'ai appris l'existence du Stéréo Club et que j'ai adhéré, sur les conseils de quelques-uns qui étaient plus anciens là-dedans, entre autres Roland Duchesne, j'ai acheté un deuxième appareil identique et je me suis fait un montage sur une cornière, comme vous avez tous fait plus ou moins. Continue. Alors voilà une photo prise par Charles Leclerc, qu'Henriette doit reconnaître. Oui, mais je me rappelle plus. Je saurais pas. Bon, avec une longue focale. Sauf erreur, ça devait être du 300 mm. Oh, je pense pas. Non, Pas autant, peut-être 200. hmm, c'était plus On de n'était 200. pas très loin, peut-être. Elle n'était 200. pas très loin, la lionne. Et ben vous voyez que la lionne a du relief, un relief à peu près convenable. Vous la voyez comme si elle était vraie. Hein, vous la voyez un peu réduite quand même. Et donc, c'est une compensation convenable de l'étirement par une longue focale et une base large. Enfin, de l'aplatissement, pardon. La longue focale devait donner un aplatissement, mais avec une base large, ça marche bien. La suite, est-ce que j'ai... Alors ça, c'est une photo que j'ai prise chez moi. Je me suis mis à... C'est avec mon équipement actuel, donc avec une base de 65 mm en numérique. Et je me suis mis à 2 mètres avec la focale au maximum. Et j'ai quand même une vue à peu près convenable parce que j'ai respecté la règle du 30e. Malgré, j'étais à 2 mètres avec une base de 65 mm, à 2 mètres du premier plan. Et il y avait quelques dizaines de centimètres entre les roses du premier plan et le mur qui est derrière. C'est un rosier grimpant qui est plus ou moins attaché sur le mur. Voilà, et ça fait une photo à peu près conforme. Voilà, la suivante. Alors ça, c'est une image numérisée d'un ancien collègue du club, Fournier. Régis Fournier, qui avait paru dans le bulletin, que j'ai reprise. Alors, qui a ceci de particulier, c'est pris avec une courte focale et une base étroite. Donc, c'est le contraire de la lionne d'Henriette. Donc, le premier plan, c'est-à-dire la jonquille, est parfaitement donné. Hein, le relief est bon, la profondeur est bonne. Par contre, le fond, il est plat. Et puis les arbres qui sont dans le fond, ils sont vus beaucoup plus petits. Et très près aussi, non? Oui. Les arbres, on a l'impression qu'ils sont Oui, collés. Ils sont rapprochés. On a l'impression qu'ils sont juste derrière Oui, la télé. et que l'infini est présenté à 50 cm derrière l'écran. Oui, même pas. Peut-être même pas. Voilà, je crois que c'est la dernière. Oui. Bon, ben, merci. Quel serait le calcul qu'il faudrait faire pour équilibrer la focale et la base et la focale? Je reprends la photo de Charles Leclerc avec la lionne. Il n'a pas fait de calcul. Non. Non, je ne faisais pas de calcul. Mais il m'avait... Pour obtenir ça, est-ce qu'on pourrait avoir une notion, si toi, Henriette, 200 mm, tu On dis y là? pense. Bon, Oui. Comme ça, Et à quelle distance?
On était À la pas- louche, hein. C'était pas le ballon. Et la base, toujours la même ou Ah non, il est toujours écarté? la même. Toujours la même. Oui, c'était 15, 15 cm. Oh, 15 centimètres. Plus que 15, hein. 14. Presque 14. Oh, plus que 15 avec les Ah non, réflexes. pas- Hein. Non, non, c'est Moins autour 15, de- moins 15. D'accord. entre 12 et 15. Bon, alors, Plus que 15. il faut, par rapport aux prises de vue qu'on considère comme normales, par exemple 50 mm, ou l'équivalent numérique du 50 mm, parce que le capteur est beaucoup plus petit, et la base interoculaire, il faut multiplier la base et la focale dans le même rapport. Dans le même rapport, d'accord. La base. Et après, ça se fait au montage, par décalage horizontal. Est-ce que quelqu'un saurait me donner l'équivalent de la focale quand on photographie en macro? Parce que moi, je me sers énormément du petit logiciel de Pierre-Main dans Pascal, qui est génial pour ça. Le problème, c'est en macro. Est-ce qu'on peut savoir à quelle focale correspond une position macro d'un appareil photo? Bah, c'est pas la focale qu'il faut faire intervenir, c'est le tirage. Oui, d'abord. En macro. En macro, le tirage est plus long que la focale. Mais sur un appareil sur lequel il n'y a rien indiqué, juste à part la position macro, t'as pas vraiment d'indication. Dans la navigation. Est-ce qu'on peut le déterminer de manière empirique? Je sais pas. Et la règle, à ce moment-là, en position macro, ce serait la règle du 30e pur et dur, ou elle serait encore différente, Alors, comme elle est différente avec le calcul de bonne Pascal, question. par exemple? Bonne question. Il y a des gens, en particulier, il y a une formule de Berkowitz. Berkowitz, c'est un, je sais pas, c'est pas un Australien, Je sais pas. je sais plus. Bon, ou un Américain peut-être, oui, c'est peut-être un Américain, qui a fait une formule pour définir la base en fonction de la distance du premier plan et de la distance du fond. En particulier, en macro, souvent, le fond n'est pas à l'infini. Et il n'est quelquefois pas beaucoup plus loin que le premier plan. Et dans ce cas-là, on peut augmenter la base par rapport à la règle du 30e, D'accord. sans dépasser la plage de variation de parallaxe au-delà de laquelle l'image serait fatigante. Mais là, on a de l'étirement automatiquement. Pardon? Dès qu'on dépasse le 30e, on a de l'étirement. On a un peu d'étirement, oui. Oui, mais qu'on ne remarque pas forcément. Hein. Hmm. On ne le remarque pas forcément. parce en que macro, on le il y a remarque énormément de difficilement. macro avec Alors, l'étirement, à grande base. une remarque sur l'étirement. L'étirement ne se remarque pas, en général, il ne se remarque pas. Il se remarque quand il y a un objet de forme connue. Par exemple, tu photographies un ballon de football, s'il est très étiré, il ressemble à un ballon de rugby vu de l'extrémité. Et tu te dis, les gens jouent au rugby et pas au football. Bon, j'exagère un peu, mais je prends un autre exemple. Tu as un personnage. Un personnage qui tend le bras vers toi. Bon. Si l'image est étirée, son bras paraîtra... Bon, il y a eu des photos qui ont gibon. été présentées. Ça en a un gibon. Oui. Il y a des photos qui ont été présentées d'expositions de voitures qui étaient très étirées aussi. Je ne sais plus qui les a présentées, mais bon, c'était dans nos séances dans nos soirées de bienfaisance qu'on a vu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Des images d'architecture, l'étirement peut se remarquer. Et sur un paysage, sur une scène de rue, en général, l'étirement ne gêne pas.